Il y a aussi un aspect qui est intéressant avec ça. Bon, l'exemple de la phalange hoplitique, par exemple, je crois que c'était les armées plutôt sous Alexandre le Grand. Là, on se retrouve dans la question de l'évolution technologique. C'est-à-dire que face à ce type de conflit, on doit améliorer notre armement. Et là, ça va être aussi le cœur du sujet sur l'armement européen. Et d'ailleurs, il faudra quand même peut-être rappeler le constat, notamment de l'armée française. De son évolution quantitative avec une justification qualitative, on en reviendra juste après, c'est que par exemple les fameuses phalanges sous Alexandre le Grand, eh bien, c'était un concours qui pouvait y avoir de longueur de perche, parce que c'était la phalange qui pouvait gagner, c'est celle qui avait la lance la plus longue. Donc, et à la fin, on se retrouvait avec des tailles totalement démesurées. Une fois qu'ils se sont retrouvés face à d'autres forces, c'était plutôt des peltastes qui étaient des unités beaucoup plus légères avec des armes à distance. Tout ce modèle-là s'est effondré, et c'est extrêmement important parce que c'est-à-dire un modèle intégral militaire où on investit énormément d'argent, où on engage aussi des vies, eh bien, euh, peut s'effondrer. Donc, ça attaque directement la défense d'une nation. Mais là, on en vient donc aussi à la notion de le développement technologique avant tout, et coûte que coûte. Oui, Oui, alors ça, c'est des échanges que j'ai eus avec pas mal de personnes, donc que ce soit au niveau des états-majors, au niveau de la Direction générale de l'armement, la DGA, et au niveau des industriels. Alors, pour expliquer aux gens, en état-major, c'est là qu'on va exprimer un besoin sous forme littéraire, en fait. Je veux être capable de tirer de jour, de nuit, à telle distance, etc., etc. Ensuite, les ingénieurs de la DGA vont traduire ce besoin en spécifications techniques. Et c'est eux, donc voilà, pour pouvoir voir de nuit, j'ai besoin d'une technologie infrarouge, pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de telle techno de propulsion, etc., etc. Et ensuite, ils vont passer commande auprès des industriels, donc aujourd'hui privés, en disant, bah, voilà les cahiers des charges techniques, c'est ça que je veux, tu peux me le faire dans combien de temps, pour combien de somme d'argent, puis on se revoit régulièrement pour faire le point d'avancement. Donc je suis allée voir ces trois-là, et je leur ai demandé justement, mais alors pourquoi est-ce qu'on fait des choses high-tech qui donnent une certaine complexité technique aussi en termes de fabrication, ce qui explique que le coût aussi qui est en augmentation. Et là, en règle générale, on me répondait, mais enfin, ma brave dame, mais c'est évident, pourquoi vous posez des questions aussi bêtes? C'est parce qu'on a besoin d'être supérieur à l'autre techniquement pour le vaincre. Alors, oui, c'est un des facteurs de victoire, mais c'est pas le seul. On y reviendra. Et assez régulièrement, on me disait, bah, regardez David et Goliath. Alors ça, j'ai eu très souvent David et Goliath. Des références donc bibliques, des références sur la préhistoire, hein, avec effectivement la lance du chasseur préhistorique qui doit être plus grande de pouvoir atteindre l'animal plus vite que l'autre, etc., etc. Donc on m'a fait des références historiques. Alors c'est un peu toujours les mêmes, hein. La préhistoire, David et Goliath, souvent la Première Guerre mondiale, il y a un grand trou entre les deux. Euh, et ça paraissait être simplement de l'ordre de l'évidence historique. Ce qui n'est pas du tout démontré par l'histoire en fait militaire, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Mais il y a vraiment cette idée de si je suis un peu meilleur que l'autre, il faudra qu'on revienne sur pourquoi il y a cette idée de être un peu meilleur que l'autre, parce qu'en fait c'est plutôt daté fin 19e, début 20e, mais surtout Première Guerre mondiale en réalité, c'est pas si ancien que ça. Donc je vais avoir cet avantage sur lui et je vais gagner la guerre plus facilement. Et pour reboucler sur Victor Davis-Hanson, il explique que bah, la techno, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il y a donc plusieurs facteurs de victoire. Et pourquoi ça ne fait pas tout? Il donne l'exemple de son pays, en fait, hein. Quand les autochtones ont intégré les armes à feu qu'ils n'avaient pas initialement, en se disant, bah, on se fait avoir, nous on a des flèches, eux ils ont des armes à feu, bah, je vais acheter aussi des armes à feu, comme ça on sera à égalité. Mais ils n'ont pas gagné pour autant. Parce que c'est pas le tout d'intégrer un matériel. Il faut savoir, en fait, et savoir l'intégrer. Utiliser, rédiger une doctrine. Je vais l'utiliser comment? Dans quel contexte? Et puis combiner ses forces. L'arme à feu, alors il y en a un qui va tirer, mais il va tirer où? Comment? Ça va être quoi ses appuis? Comment on va combiner tout ça? L'organisation de nos différentes forces, la formation, la logistique aussi éventuellement, ça peut être intéressant. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer tout ça? C'est pas juste je rajoute le matériel et puis c'est bon, débrouillez-vous, ça va aller tout seul. Et parmi les autres facteurs de victoire, donc hormis tout ce que j'ai déjà dit, il y a aussi la motivation. On a tendance à l'oublier, mais les forces morales, c'est important. Pour lui, le fait d'être un citoyen soldat, c'est beaucoup plus motivant parce qu'on sait pourquoi on se bat en fait, hein. Voilà, on fait partie d'une communauté dans laquelle on a son mot à dire, on a une part de la richesse collective, et donc on a un devoir en retour de cette part-là qui est de défendre la collectivité. Donc voilà, ça donne
motivation, avoir le matériel en quantité suffisante. C'est pas le tout d'en avoir un, deux, trois exemplaires, on va pas faire la différence. Donc, il faut derrière une industrie, donc de l'argent pour pouvoir fabriquer tout ça, produire en masse le matériel. J'en oublie encore certainement, je pense que j'en ai dit quand même déjà pas mal. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de facteurs. Et ce qui, pour moi, me paraît important, c'est de pas... Enfin, je pense qu'on a tendance ces derniers temps à mettre un peu trop l'accent sur la techno et peut-être à négliger les autres facteurs de victoire. Donc, j'encourage plutôt à ce qu'il y ait une espèce de réévaluation, un rééquilibrage entre les différents facteurs de victoire. Hmm. Alors, ça, c'est ce que vous encouragez, mais on observe une tendance depuis maintenant plusieurs années qui permet de faire des constats assez inquiétants finalement face à la promesse, c'est-à-dire de l'avantage technologique. Alors, vous avez parlé de l'exemple, enfin, de la réalité historique et empirique, c'est-à-dire que la technologie n'est pas une garantie de victoire. On parlait de conflits anciens, mais il y en a même des récents. Vous avez cité la guerre d'Irak, mais on peut même citer, par exemple, la guerre du Vietnam. On le sait, hein, ça a été il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte et c'est important parce que ça mobilise encore une fois énormément de fonds. Et là, c'est un sujet qui nous concerne immédiatement parce que, je le rappelle, nous sommes dans un contexte de Union européenne. Là, ça porte bien son nom pour le coup, c'est vouloir s'unir dans un cadre militaire et ce qui peut apporter de nombreuses problématiques. On parlait d'autonomie, mais aussi de manque total de promesses. En tout cas, ça ne réalisera pas du tout ces promesses-là, c'est-à-dire que la technique ne pourra avoir aucune garantie. Je pose donc cette question, c'est-à-dire de faire peut-être un rappel de ce qu'a pu amener comme évolution cette type d'idée, c'est-à-dire d'avoir des modèles beaucoup plus développés sur l'armée française. On en avait parlé lors de la chronique sur la matinale, mais pour les gens qui nous rejoindront ce soir, qui ne l'auraient pas vu, ça peut être bien de rappeler quelle a été l'évolution du fameux parc militaire français. C'est un constat qui est absolument effrayant, surtout une fois qu'on part du principe, avec les rappels que vous avez faits, que le fait d'avoir plus de technologie n'est absolument pas une garantie d'efficacité, ce qui rend vraiment inquiétant la puissance réelle que peut avoir notre armée. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une baisse drastique des parcs depuis 91, mais aussi avec la suspension de la conscription, puisqu'on a donc moins de personnel, moins d'êtres humains. Donc, dans ces cas-là, c'est pas la peine d'avoir 100 chars si vous avez que 50 bons hommes à mettre dedans. Euh, si je parle par char, hein. Donc, on va réduire la taille des parcs. Alors, pour donner une idée, effectivement, de 91 à pratiquement ces dernières années, en termes de chars, on est à moins 83%. Et en termes d'avions de combat, c'est moins 45%, je crois. Voilà. Donc, pour donner donc quelques idées, donc c'est vrai qu'on a réduit drastiquement le nombre. Mais il n'y a pas qu'une histoire de réduction de la taille de l'armée, même si c'est vrai qu'en termes de nombre de personnel aussi, on a plus de mal à tenir un terrain. Peut-être, j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais essayer de ne pas oublier. Quand vous faites une guerre contre-insurrectionnelle, ce qu'on a pu faire ces dernières années, bon, c'est plus à la mode aujourd'hui, mais ça va peut-être revenir. Vous avez besoin de tenir un terrain. Vous avez besoin d'avoir donc un certain nombre d'êtres humains qui occupent une surface donnée au kilomètre carré. Et quand on regarde, j'avais des chiffres sur le Royaume-Uni, en Irlande du Nord et en Irak, je crois, alors je sais de mémoire, mais en gros, on était à 40 et quelques dans un conflit, ensuite on passe à 20 et quelques, 15 et quelques. On a donc de moins en moins d'êtres humains capables d'occuper physiquement un terrain parce qu'on a donc cette taille d'armée qui diminue physiquement. Mais alors, si ça diminue, vous avez besoin de compenser la quantité par la qualité. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, c'est le high-tech qui va permettre de compenser la quantité par la qualité. Donc, le même matériel, on va lui donner plus de fonctionnalités pour qu'il soit capable de faire plus de choses à lui tout seul. Donc, c'est là qu'on tombe aussi sur cette sophistication, cette complexification croissante des matériels. Euh, mais comme ce matériel-là, il va faire plus de choses qu'avant, vous avez demandé de vous faire 3 fois plus de choses qu'avant, il va vous coûter donc plus cher à l'unité. Et là, on vous dit, oui, mais moi, mon budget, il ne suit pas la hausse du prix. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire encore la quantité du parc en perfectionnant encore mon matériel? Et là, vous voyez qu'on est en train de tomber sur un cercle vicieux. Et ça a été montré, en fait, hein. Il en fait, j'en ai moins, donc je veux qu'il en fasse plus. Il en fait plus, donc il va me coûter plus cher. Il me coûte plus cher, donc du coup, j'en ai moins. Et on est parti là-dedans.
Alors ça, vous avez l'exemple avec le Rafale où on s'est dit, voilà, s'il faut qu'on renouvelle tous les types d'avions qu'on a dans l'armée de l'air, ça va nous coûter un budget monstre. Donc on va les fusionner 7 en un. Piouf, voilà, ça c'était le souhait du Rafale. 7 avions en un. Il va certes nous coûter plus cher à l'unité, mais ça sera toujours moins cher que si on avait renouvelé les 7. Et ça, je pense que c'est pas faux.